Baninga tango kokie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Pointi coin mototeo tolobe la vie. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini. Ah balobi nini. Veut dire tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Voilà, des salutations à vous tous qui nous suivez à travers des différents websites, à travers de YouTube ainsi qu'à travers de DVD. Je vais pouvoir recevoir pour vous l'un des candidats au présidentiel en République démocratique du Congo. C'est l'ancien premier ministre du Congo. Il s'agit d'Adolphe Muzito. Alors, vos préoccupations, ce sont vos questions. Lui va répondre à vos questions, à vos préoccupations. Rapidement, je salue son Excellence. Bonjour. Bonjour. Oui, son Excellence, un réel plaisir de vous recevoir. Quelles sont vos impressions à propos du conclave, votre visite ici en Afrique du Sud? Comment ça s'est passé? Oui, les impressions sont bonnes. Les échanges entre nous, candidats validés ou invalidés, et c'est mon cas, ces échanges se passent très bien, c'est très enrichissant. Vraiment enrichissant. Je crois que où vous en êtes maintenant avec la candidature unique ou candidature commune? Nous nous sommes mis d'accord pour dégager deux principaux défis, avec l'accompagnement évidemment des ITI qui nous invitent et qui nous aident. C'est d'abord le premier défi, c'est obtenir de bonnes élections démocratiques, inclusives, transparentes, qui passent par le retrait de la machine à voter, qui est illégale, qui est interdite par la loi électorale en cours et pour les élections en perspective, et puis corriger les fichiers électoraux qui est truffé de beaucoup d'irrégularités, et puis à mettre en application le principe de l'inclusivité. Ça, c'est le premier front qui nous permet d'avoir des bonnes élections. Et donc, ça suppose que nous fassions pression au niveau de la population, nous demandions le soutien de la communauté internationale, des pays voisins, etc. Ça, c'est le premier front. Le deuxième front, c'est celui maintenant de mettre en place un programme commun, mettre en place une charte qui va organiser nos partis politiques mis ensemble dans le cadre de la plateforme, et puis les programmes proprement dit que va porter notre candidat une fois désigné, les procédures de désignation de cette candidature commune de l'opposition, mais aussi d'autres candidatures à d'autres postes de responsabilité, la direction du gouvernement, la direction de l'Assemblée, le Sénat, etc. Et donc nous sommes très avancés dans la mise en place de ces schémas et de ces processus. Ok, il y a eu des malaises entre vous et Palou. Quand je parle de Palou, je vois aussi le papa, le vieux Kizenga. Où vous en êtes maintenant avec toutes ces mésententes, ces malaises? Non, il faut dire que moi j'ai été suspendu pour une durée indéterminée du fait que je voulais que le parti s'autodétermine en tant que parti, qu'il affiche ses ambitions, qu'il crée une coalition, une plateforme, quitte à négocier avec les autres forces politiques, mais principalement les forces alternatives. Les amis de la direction politique n'étaient pas d'accord avec moi. Ils m'ont suspendu pour une durée indéterminée. Donc on n'en est plus là, mais j'ai maintenu le cap, j'ai formé ma plateforme et je me suis présenté comme candidat à l'élection présidentielle. Mais il se trouve que le pouvoir qui manipulait les Palous et qui voulait fragiliser les Palous, me fragiliser, a joué de manière à ce que ma candidature ne soit pas validée par la CENI et ensuite par la Cour constitutionnelle. Et on en est là. Il n'y a pas longtemps, vous aviez le statut de membre de la majorité. Et qu'est-ce qui vous a motivé à devenir opposant? Non.
j'étais, à travers mon parti, membre de la majorité dans le cadre du quinquennat, d'abord 2006-2011, ensuite 2012 et 2016. Les mandats étaient finis en 2016. Et donc, il n'y avait plus désormais majorité-opposition, il y avait plutôt à la place une coalition qui comprenait aussi bien les gens de la majorité que les gens de l'opposition. Donc, à partir de ce moment-là, mon parti n'était plus ne justifiait plus sa présence dans les institutions par le fait qu'il appartenait à la majorité. Mais parce que toutes les forces politiques théoriquement étaient censées être dans ces gouvernements qui étaient un gouvernement d'union nationale et qui continue. Et donc, à ce titre-là, je n'étais plus membre de la majorité ni mon parti. Et par conséquent, chacun commençait à se préparer pour afficher ses ambitions pour les étapes suivantes. En ce que notre qualité de majorité, non seulement le mandat était terminé, mais aussi c'était lié à un accord, une alliance électorale. D'abord celle qu'on avait signée en 2006 pour gagner ensemble. On a gagné ensemble, on a géré ensemble. Ensuite, on a signé une autre alliance pour gagner ensemble en 2011 et on a gagné ensemble. Cette alliance a été gérée de la manière qu'elle a été gérée, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'était aussi terminé à la fin du mandat. Ce qui restait, c'était la possibilité de signer avec eux une autre alliance pour les élections qui tardent à venir ou de signer avec d'autres en fonction de nos intérêts, de nos visions, de nos évaluations. Donc, nous n'étions plus de la majorité, soyons sérieux avec le pays. C'est la confusion qu'entretenaient les gens du pouvoir. Donc, nous avions, puisque nous l'avions déjà annoncé au peuple et à nos militants, que nous allions en 2016 nous autodéterminer et présenter notre candidature. Ok, nous voulons maintenant vous laisser la dernière question. Qu'est-ce qui fait que Muzito, avant la primature, était un homme stable, mais Muzito, après la primature, un millionnaire? Tshibala, avant la primature, un homme simple, locataire, mais maintenant, il est devenu millionnaire. S'il faut faire l'audit, n'avez-vous pas touché au bien de l'État? Oui, il faut dire qu'un Premier ministre, c'est quelqu'un qui gère son budget. Il gère son budget, il ne gère pas les budgets de tous les ministères. Parce qu'il n'est pas dans la chaîne de la dépense. La chaîne de la dépense commence par le ministre qui engage la dépense dans le cas du crédit qui lui est alloué. Il envoie au budget pour liquidation. Après liquidation, les documents vont aux finances pour ordonnancement et puis c'est payé par la Banque centrale. Donc, le Premier ministre n'a pas de signature dans cette chaîne de la dépense, en dehors de la signature qu'il a à travers son directeur de cabinet et qui porte sur son propre crédit. Et donc, on a dit que j'étais millionnaire, j'avais 400 maisons, je n'en ai rien. Regardez, quand je vis ici, je suis à l'hôtel. Quand je vais en Europe, je suis à l'hôtel. C'était pour me détruire politiquement, tout simplement. Deuxièmement, évidemment, on a porté la question à la justice, les enquêtes ont été faites, elles n'ont pas donné des résultats qui affichaient tout ce qu'on affirmait tout simplement pour me détruire, et tout ceci venait de mon propre camp politique. Donc l'enquête n'a pas donné des résultats concluants et elle a été, si vous voulez, classée. Okay, un message à la diaspora qui vous reçoit en ce moment, tous les combattants, les mouvements des combattants, avez-vous juste les mots à les adresser? Oui, les mots est facile, il faut croire à l'avenir de notre pays. Si aujourd'hui vous êtes ici et que vous souffrez, c'est pas tant parce que nous ici on aurait les dirigeants depuis le père fondateur jusqu'à ces jours. Non, c'est pas vraiment que nous aurions détruit nos richesses, mis en valeur le pays et bouffé les richesses. Non, au contraire, parce que nous n'avons pas fait la mise en valeur de notre potentiel. Vous savez, les Sud-Africains ici, la majorité n'a plus de terres. Les terres sont entre les mains de la minorité. L'économie est entre les mains de la minorité. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, les richesses sont dans les sous-sols et dans les sols. On ne les a pas mises en valeur. Voilà pourquoi on est riche, on est pauvre, mais aussi parce que le peu qu'on a fait comme mise en valeur, la gestion n'a pas été bonne, la répartition non plus. Mais fondamentalement, en termes de potentialité, l'avenir nous appartient encore. Nous sommes l'un des pays les plus riches du monde, mais dont la richesse est dans les sous-sols.
dont la richesse est dans les énergies que nous n'arrivons pas à mobiliser parce qu'on ne crée pas des emplois. C'est ainsi que voilà, les jeunes, vous êtes en train de vagabonder, mais il faut accumuler l'expérience, connaître comment les autres travaillent. Il y a vos enfants que vous mettez, c'est eux qui viendront construire le pays. Donc cette situation triste, c'est aussi une situation qui vous permet de vous armer véritablement en expérience et en colère, mais colère positive, pour que demain vous puissiez, vous qui êtes jeunes, prendre la relève. Parce que nous allons tout vous léguer, mais sauf qu'on va vous les léguer dans les sols et dans les sous-sols. Battez-vous pour que on ne vous prenne pas ces richesses. Ici, on les a pris, les sols et les sous-sols. Évidemment, avec l'avantage qu'on a transformé ces richesses, et aujourd'hui, il y a des emplois pour les grands nombres. Savez-vous que le PIB de la République sud-africaine, c'est 500 milliards de dollars. C'est-à-dire que la richesse qu'ils produisent chaque année, c'est 500 milliards de dollars. Tu divises par 50 millions d'habitants environ qu'ils sont. C'est 10 000 par Sud-Africain par an. Les Sud-Africains, 10 000 par Sud-Africain par an. Les Sud-Africains vivent plus ou moins avec combien de dollars? 10 dollars par an, ou 15, plutôt par jour. Mais nous, nous vivons avec $1. Moins d'un dollar et demi. Mais c'est parce que les sols, les richesses sont là, on n'a pas fait les routes. J'assume comme un des dirigeants. Mais seulement, peut-être pour me juger, me condamner, il faut voir ma période, comment j'ai géré, par rapport à l'ensemble des périodes. Peut-être que vous auriez des circonstances atténuantes pour moi. Mais globalement, en tant que génération, en tant que dirigeant, nous devons assumer. Mais soyez vigilants, soyez attentifs, il faut toujours croire en vous, parce que nous allons vous laisser cette richesse dans les entrailles. J'insiste sur le fait que les Sud-Africains ont une richesse de 500 milliards de dollars par année. Nous, on est à 50 milliards. Parce que nous n'avons pas encore véritablement exploité toutes nos richesses dans les sous-sols. On a 80 millions d'hectares de terres arables, on a la forêt, la moitié de la forêt. On n'a jamais coupé ce bois-là. Donc vous avez ça en héritage, et ces sols-là n'appartiennent pas aux capitalistes, parce que nous, les capitalistes qui sont venus avec les Belges, nous les avons mis dehors, mais maintenant c'est que nous, on est restés seuls, on n'a pas fait la mise en valeur, à cause de plusieurs facteurs, on aura l'occasion d'en parler, mais vous allez hériter de ça, mais maintenant, à vous que revient la responsabilité de transformer ça, et vous allez dépasser ceux-ci, qui n'ont plus rien dans les sous-sols, qui ont tout sur sol, et nous qui avons tout dans les sous-sols, mais qui n'avons rien sur sol. C'est pourquoi on a un PIB de 50 milliards, on ne crée pas suffisamment de richesses et par conséquent d'emplois. C'est pourquoi vous quittez le pays. Mais c'est vous qui allez aider vos frères qui vous reçoivent aujourd'hui. Papi gene tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Cointi coin, mototeo, tolobe la vie. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini. Ah balobi nini. Veut dire tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie.